Aujourd'hui, Science en Tourne vous propose de rencontrer Brice Martin, maître de conférence de géographie à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse et spécialiste de la géographie des risques. Bonjour Brice. Bonjour. On y va. La question du risque est assez complexe parce qu'on a tendance à voir ça un peu souvent sous l'aspect uniquement risque naturel. Mais on a toute une panoplie de risques, on veut dire, risques naturels concernant les inondations, les tremblements de terre, les volcans, etc. Des risques technologiques également, qui va concerner tout ce qui est bâtiment industriel ou même éventuellement nucléaire. Et on pourrait même parler des risques sociaux, des risques environnementaux, médicaux, etc. Ici, on va parler plus spécifiquement des risques naturels et du risque d'inondation à travers cet exemple donc de l'île, qui est la rivière qui draine la ville de Mulhouse. L'inondation, elle va être liée à la capacité d'un cours d'eau à écouler un volume d'eau supérieur à la normale. Si, comme ici par exemple, on a une rivière qui est large, avec des berges relativement élevées, on peut considérer qu'elle peut évacuer une quantité d'eau relativement importante. Ce qui va se passer en aval, après le pont SNCF, on aura une partie qui sera beaucoup plus étroite et canalisée. Et toute la question sera de savoir si, en cas de crue importante, la partie qui se trouve en aval va être capable d'évacuer, sans inondation pour la ville de Mulhouse, le volume d'eau qui arrivera depuis l'amont. Et après le pont SNCF qui est derrière moi, qui s'appelle le pont Millepattes, à cause du nombre d'arches, on passe dans une partie canalisée de cette rivière, donc à l'intérieur de la ville. Et à travers cet exemple, ça va nous permettre de faire une illustration de la thématique du risque et plus spécifiquement du risque d'inondation. Pourquoi le risque d'inondation? Parce que sur le territoire français métropolitain, c'est de loin le risque qui impacte le plus grand nombre de communes et notamment la plupart des grandes villes françaises, dont Paris, comme on l'a vu à travers la commémoration de l'inondation de 1910. Et des grandes villes, notamment en Alsace, comme Strasbourg et Mulhouse, sont elles aussi concernées par ce risque d'inondation. Une rivière va connaître des crues. La crue, c'est on va dire l'aléa, c'est-à-dire l'événement qui peut potentiellement provoquer des dégâts. Et ces dégâts, ça va être une inondation. Ça pour dire que le risque, c'est pas uniquement l'aléa. C'est-à-dire que pour qu'on ait un risque, il faut forcément qu'il y ait des enjeux, que ces enjeux soient vulnérables, et c'est à partir de la vulnérabilité de ces enjeux qu'on va avoir du risque. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez le plus gros séisme du monde qui se produit au cœur du Sahara, il n'y aura aucun dégât, il n'y aura aucun dommage parce qu'il n'y a pas d'enjeu là-bas. Donc le risque sera quasiment nul. Ce qui veut dire que le risque, c'est toujours l'association de deux éléments, un aléa, un événement qui va provoquer des dégâts, des dommages, et une vulnérabilité qui est fonction des enjeux qui vont être impactés par cet aléa. Ces enjeux, ça peut être des enjeux humains, ça peut être des enjeux matériels, et du coup on peut avoir parfois des combinaisons de risques lorsque un tremblement de terre va impacter des usines, lorsqu'une inondation va impacter des usines, et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des effets dominos, où ça se rajoute comme ce qui s'est passé dans le cas de Fukushima. L'inondation, elle est également liée finalement pas simplement au fonctionnement de la rivière, mais également aux éléments que l'homme peut rajouter et qui peut, comme on le voit avec le passage du train, compliquer les processus d'écoulement de l'eau. Ici par exemple, on a un pont SNCF avec des arches très rapprochées, très étroites, qui vont, en cas de grosse crue, provoquer des embâcles à cause des troncs d'arbres, des débris qui pourraient être transportés par l'eau. Donc s'il y a des embâcles sous le pont, qui vont être favorisés par la structure de ce pont, l'eau va monter beaucoup plus vite ici et potentiellement aggraver le risque d'inondation pour ce secteur. Mais d'un autre côté, en faisant monter l'eau ici, on diminue la quantité d'eau qui sera en aval. Donc toute la question est de savoir s'il y a un choix qui se fait entre inonder un secteur plutôt qu'un autre. Inonder la ville ou inonder les zones commerciales.
Donc nous voilà présents dans la partie canalisée de l'île. Partie canalisée qui a été mise en place par étapes au XIXe siècle et achevée dans sa version actuelle en 1906, pendant l'époque, la période allemande. L'île, ici, n'est plus du tout sur son cours naturel. C'est-à-dire que la rivière a été non seulement chenalisée, canalisée, mais en plus a été détournée de son tracé originel qui traversait la vieille ville de Mulhouse. Et là, elle contourne en fait la vieille ville de Mulhouse de manière à pouvoir libérer de l'espace, diminuer le risque et en même temps sécuriser les zones dans lesquelles se sont établies les usines à la fin du 19e siècle. Cette partie canalisée, elle est plus étroite, mais elle est également avec des berges qui sont plus hautes que la partie naturelle qu'on a vue précédemment. Et toute la question est donc de savoir si en cas de forte crue, ce canal de décharge, comme il s'appelle, est capable d'évacuer une crue importante. A priori, on n'a pas eu dans la ville de Mulhouse de crue importante depuis la fin du 19e siècle. Donc on pourrait dire que le canal montre son efficacité. Et en même temps, d'un autre côté, on ne peut pas savoir si ce n'est pas juste le résultat d'un hasard climatique. Donc on n'a pas totalement la certitude de l'efficacité de la chose. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2008, en août 2008 notamment, il y a eu une crue qui a quasiment rempli la totalité du canal de décharge. L'eau arrivait quasiment au tablier du pont. Et d'après les services qui s'occupent du suivi des crues au niveau national, ça a été qualifié de crue cinquantennale. Alors une précision, une crue cinquantennale, ce n'est pas une crue tous les 50 ans, c'est une crue qui a une chance sur 50 de se produire chaque année. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et normalement, la ville doit intégrer le risque de crue centennale. Toute la question est de savoir si pour la ville de Mulhouse, le canal de décharge est capable d'évacuer une crue centennale ou au-delà une crue extrême telle qu'on a pu en observer par le passé, notamment au XIXe siècle ou en remontant un petit peu plus loin dans le temps. Et l'intérêt de la recherche historique est justement de pouvoir reconstituer ces événements extrêmes pour pouvoir planifier l'aménagement urbain en fonction de conditions vraiment extraordinaires. On est ici à côté du Grand Canal d'Alsace qui double le Rhin, donc dans la plaine d'Alsace, et qui va nous permettre d'illustrer un autre aspect du risque d'inondation, puisque on a derrière nous là-bas la centrale nucléaire de Fessenheim, qui est un exemple d'établissements qui sont construits au bord des cours d'eau, des rivières ou du Rhin ici en particulier. Et le problème qui se pose avec les inondations, c'est qu'on peut avoir parfois ce qu'on appelle de l'effet domino, du risque domino, à savoir que l'inondation va générer un deuxième risque ou un risque secondaire, un peu sur le principe, par exemple, de ce qui s'est passé à Fukushima avec la centrale nucléaire suite au tsunami. Et si vous regardez la centrale nucléaire, par exemple, de Fessenheim, elle est construite en contrebas du Grand Canal d'Alsace, et on pourrait tout à fait imaginer que en cas de tremblement de terre de grande importance, on a une rupture au niveau du canal d'Alsace et donc une inondation de la centrale nucléaire de Fessenheim avec derrière, pourquoi pas, en faisant un peu de la science-fiction, des effets comparables à ce qui pourrait se passer ou ce qui s'est passé à Fukushima. La centrale nucléaire peut être parfaitement dimensionnée pour résister à un fort tremblement de terre. Le problème ici, si le canal ne résiste pas, en fait, on pourra avoir exactement le même problème pour la centrale nucléaire. Ce qu'il y a dans ce contexte-là, c'est que, évidemment, un des dangers très importants pour cette région, c'est une crue exceptionnelle du Rhin. Et au cours du XXe siècle, il ne s'en est pas produit beaucoup, en 95, en 99, mais les crues les plus importantes du Rhin se sont surtout produites avant, notamment au XIXe siècle. On avait des crues tout à fait extraordinaires, qui correspondent aussi à un moment de l'histoire climatique un peu particulier, c'est la fin du petit âge glaciaire. Et donc toute la question est de savoir, pour la sécurité aussi bien des grandes villes que sont Bâle, que sont Cologne en Allemagne, si on pourrait avoir à nouveau des crues extraordinaires sur le Rhin, d'où l'intérêt aussi de travailler encore une fois sur les inondations historiques, ce qu'on fait notamment ici en partenariat avec l'université de Freiburg en Allemagne dans le cadre d'un programme franco-allemand.
Alors ici on est en présence de plusieurs repères de crues concernant des inondations donc, historiques. Ces repères de crues ont un double intérêt. Tout d'abord pour l'évaluation des inondations du passé, donc la définition des événements extrêmes. C'est d'autant plus intéressant qu'ici on peut avoir un suivi sur un peu plus d'un siècle, hein, puisque la marque la plus ancienne correspond à 1876, donc mars 1876, et la plus récente qui se trouve ici correspond au mois d'avril 1983. Et là où c'est très intéressant, c'est que 1983 correspond à une des crues de référence qu'on a en Alsace, notamment pour le zonage réglementaire des plans de prévention des risques. Et si on regarde en fait cette inondation, on se rend compte qu'elle est largement inférieure à celle de 1919, 1910, 1876 ou 1920. Donc il y a vraisemblablement un problème de méconnaissance des événements historiques et donc peut-être une sous-évaluation du risque d'inondation au niveau de l'Alsace. On a donc ici une représentation de 5 inondations historiques qui couvrent un peu plus d'un siècle, puisqu'on part de mars 1876, qu'on a ensuite janvier 1910, 24 décembre 1919, donc Noël 1919, juste derrière, 15 jours après, le 12 janvier 1920, et enfin on a l'événement d'avril 1983, qui est le plus récent. Et cet événement est assez intéressant, il se situe à peu près à ce niveau-là, si on compare avec les autres inondations. Et cette inondation est la crue de référence pour l'établissement des plans de prévention des risques en Alsace, et on se situe à un niveau quand même bien inférieur des inondations qui sont produites au cours des 150 années précédentes. Le problème qui se pose quand on a une chronologie de ce type-là, donc sur un petit peu plus d'un siècle, c'est de savoir si ces événements-là peuvent être comparés entre eux. Puisque les conditions de 1876, en termes d'occupation des sols, en termes même de fonctionnement de la rivière, n'ont rien de comparable avec les conditions de 1983. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que 1983, à ce niveau-là, peut être considéré comme une crue largement inférieure à celle de 1876, ou est-ce qu'il y a des paramètres, des facteurs qui rendent la comparaison beaucoup plus difficile? Alors, ça peut jouer sur beaucoup de choses. Plus de forêts dans le haut bassin, ou moins de forêts, plus d'activités agricoles, donc qui peuvent modifier le comportement de la rivière, des conditions climatiques différentes aussi en un siècle, hein, ça peut changer énormément puisqu'on était à la fin du petit âge glaciaire, des conditions d'occupation du sol également qui peuvent jouer sur la vulnérabilité. On a construit, on a rajouté des bâtiments, on a canalisé les cours d'eau, on a fait en sorte aussi que l'eau s'écoule plus rapidement de l'amont vers l'aval, donc il peut y avoir aussi un effet qui joue sur la hauteur d'eau pour les événements les plus récents, ce qui veut dire aussi que potentiellement 83, si on était dans ce même contexte-là, pourrait être encore plus bas. Et que donc ici, on est face à des événements qui sont extrêmes. L'autre intérêt qu'on a par rapport à ce type d'indications, qui sont ici mentionnées sur cette pile de pont, c'est que c'est un élément qui va participer à la mise en place et au maintien d'une culture du risque. Et dans une région comme l'Alsace, où le dernier événement remarquable date de 1990, donc il s'est passé plus de 25 ans depuis la dernière grande inondation, la mémoire de l'événement, la mémoire de ce qui peut se passer dans un territoire a tendance à se dissiper. Et ces repères de crues ont aussi l'avantage non seulement d'informer sur l'histoire des territoires, sur le risque d'inondation, et surtout de maintenir dans la conscience collective l'idée d'être en permanence, à n'importe quel moment, exposé à ce type de danger. Parce que on a parlé des plans de prévention des risques. C'est sûr que le plan de prévention des risques fait du zonage en termes d'urbanisme, mais le plan de prévention des risques ne protégera pas contre les inondations. Et ça suppose que, du point de vue individuel et particulier, chacun soit capable, lorsqu'on a une information sur une inondation, parce que maintenant on a les informations relativement tôt, de faire en sorte de se mettre à l'abri, de mettre ses biens à l'abri pour se protéger à l'échelle individuelle du risque d'inondation. Nous sommes ici à Sélestat, donc le long de l'île, et c'est un site très intéressant parce qu'on a toute une série de repères de crues sur des inondations anciennes, avec en plus une vieille échelle graduée qu'on voit un peu ici. Et par rapport à cette échelle graduée, on a une série de 4 repères de crues de la fin du 19e siècle, avec 1876 ici, 1882,
1910 et 1947 qui est là. Et il en manque un qui n'a pas été indiqué dessus, mais qui est à peu près à ce niveau-là, le niveau le plus haut. Et c'est le 24 décembre 1919. 24 décembre 1919, important parce qu'on va fêter le centenaire de cette grande inondation, qui est sans doute la plus grave du XXe siècle pour l'Alsace. Et au-delà simplement de la gravité de l'événement, elle s'est produite le 24 décembre, dans la nuit du 24 décembre. Et donc il faut imaginer à l'époque actuelle, notamment en termes de culture de risque, l'impact que pourra avoir une inondation majeure le 24 décembre et le 25 décembre. Cette inondation de 1919, elle est tout à fait typique des grandes inondations qu'on a en hiver en Alsace, puisque on a eu un automne particulièrement arrosé. Et après cet automne arrosé, on a eu un mois de décembre absolument incroyable, puisqu'il est tombé 800 mm de pluie sur le secteur par exemple du lac d'Alfeld, donc au-dessous du bas de l'Alsace, qui est absolument exceptionnel. Et dans cette période très humide, où les sols étaient déjà complètement saturés, on a eu en plus le 24 décembre des précipitations absolument colossales en 24 heures qui ont fait déborder la totalité des cours d'eau des Vosges, côté alsacien, mais également côté lorrain. Et c'est une inondation qui n'a pas touché que l'Alsace, mais qui a touché tout le Grand Est et au-delà l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique. Donc c'est un événement qui n'était pas simplement local, mais c'est un événement qui avait une ampleur internationale. Dans cette région à Sélestat, on se trouve sur les berges de l'Ill. L'Ill qui, depuis le sud de l'Alsace jusqu'à Strasbourg, a provoqué des très graves inondations sur une bonne centaine de communes à l'échelle de l'Alsace. On voit bien au fil du temps que ces marquages indiquent que ces inondations se reproduisent de manière régulière, donc ce n'est pas du tout un phénomène exceptionnel. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment, au niveau des pouvoirs publics, on essaye de gérer ce risque d'inondation et de protéger notamment les grandes villes alsaciennes. La particularité de ce pont, c'est qu'il a une ouverture principale qui va permettre de laisser passer le gros de la crue de l'Ill. Et puis sur le côté, on a deux petites ouvertures qui là correspondent à des points de passage, mais qui sont aussi des endroits où, en cas de crue, l'eau va pouvoir s'évacuer de manière latérale et limiter la pression sur la partie principale du pont. Alors évidemment, quand on travaille sur la question des inondations, il y a aussi un travail de repérage qui peut se faire sur le terrain et qui est à la portée finalement de n'importe qui en termes de lecture de paysage. Et là, on a un exemple relativement frais de la trace d'une inondation, qui est une petite inondation, qui n'était pas vraiment extraordinaire, mais qui a quand même laissé sur le terrain des éléments particulièrement remarquables, ce qu'on appelle des laisses de crue, des dépôts qui sont emportés par la rivière en période de crue et qui s'accumulent dès lors qu'il y a un obstacle quelque part. Donc ici, c'est des troncs d'arbres, des branches, etc. qui sont accumulés au niveau des piles de pont. Changement de décor. Ici, nous sommes le long du canal de décharge de l'Ill, non plus le long de l'Ill. Ce canal de décharge a été construit par les Allemands en 1891 suite aux très graves inondations de 1882. Donc il a fallu protéger la ville de Strasbourg. Donc on a détourné 90% des eaux de crue de l'Ill directement dans le Rhin. Et donc sur cette approche très technique, on va dire, de la gestion des inondations, on s'est dit dans un premier temps, ça y est, Strasbourg est sauvé, il n'y a pas de problème. Arrive la première grande inondation après la construction du canal, 1910. 1910, on se rend compte que le canal est pratiquement déjà aux limites en termes de charge, donc on va le rehausser un petit peu. Arrive 1919, la grande inondation dont on va fêter le centenaire, où là de nouveau le canal est de nouveau limite en termes de capacité, donc on va le rehausser encore un peu. Et en 55, nouvelle inondation où de nouveau on est en limite de rupture du canal. On va même faire sauter la berge pour éviter qu'il y ait une rupture en direction de Strasbourg. Donc on le rehausse encore une fois, ce qui veut dire que finalement on se dit on est protégé, mais chaque fois qu'une grande inondation arrive, on se retrouve à devoir aller toujours plus loin, toujours plus loin. Et il y a un moment où finalement on ne peut pas aller plus loin. Ce qui veut dire que là, on a atteint, on va dire, les limites des possibilités techniques de la gestion des inondations. Et derrière, il va falloir aussi réapprendre à vivre avec la rivière. La rivière, elle a des crues. Et donc, il faudra s'adapter plutôt que de vouloir toujours construire pour limiter et transférer le risque en aval. Parce que finalement, si on envoie tout vers le Rhin, c'est derrière les crues du Rhin vers l'Allemagne qui deviennent de plus en plus fortes.
Dans ce profil de berge, on se rend bien compte de la manière dont est construite la digue. Vous avez le canal et puis vous voyez le monticule ici qui remonte, qui fait à peu près 2 mètres de haut. Et derrière, on peut imaginer qu'il y a toute la plaine de l'île qui se prolonge en direction de Strasbourg. Comme pour Mulhouse, avec le canal de décharge de Mulhouse, le canal de décharge de Lille va réduire le risque d'inondation dans la ville de Strasbourg. On va le voir à travers les repères de crues qui sont en ville et on verra directement l'efficacité de ce canal de décharge par rapport notamment à la grande inondation de 1919 qui, dans Strasbourg, a eu des effets relativement limités grâce à cet ouvrage. On est ici dans le centre-ville de Strasbourg, donc toujours le long de l'île. Et on a, sur le pont Saint-Martin, 3 repères de crues très intéressants par rapport à la gestion du risque d'inondation, puisque on retrouve une très vieille marque de 1778, tout là au-dessus, et la marque de 1882 qu'on avait déjà vue à Célestat. On retrouve également dans la vallée de la Bruche. Et puis, on a ici la marque de 1919. Et la grosse différence qu'on avait par rapport à Célestat, c'est que là, 1919, au lieu d'être au-dessus de 1882, est passé 1 mètre plus bas. Et ce 1 mètre plus bas, c'est le résultat direct de la construction du canal de décharge qui a envoyé vers le Rhin 90% des eaux de crue de l'île en 1919. Et depuis la construction du canal de décharge, le centre-ville de Strasbourg n'a plus jamais été inondé. 1882, c'est la dernière fois. Par contre, les faubourgs de Strasbourg, notamment à l'ouest, sont toujours inondés en cas de grosses inondations. Pour la suite de ce documentaire, nous voici à la Kunsthalle Mulhouse, centre d'art contemporain, où nous allons rencontrer Aline Veilla. Aline Veilla, artiste-chercheur, va nous présenter son exposition qui a pour thème les risques d'inondation. Allons à sa rencontre. Cette exposition est le résultat d'un travail de recherche en collaboration avec Brice Martin. Ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est l'idée de travailler sur des cours d'eau dans des problématiques actuelles de risque d'inondation qui sont liées au changement de climat. Donc ça s'inscrit tout à fait dans mon intérêt sur des questions d'écologie et aussi sur des questions de relations entre humains et non humains, non humains, vivants ou non vivants. Si vous voulez, un chercheur traditionnel va écrire des articles qui rendra compte de sa recherche. En tant qu'artiste-chercheur, effectivement, je peux écrire des articles, mais la proposition, la manière de rendre compte de cette recherche, c'est sous forme d'artefacts ou de propositions mettant en œuvre l'esthétique. Mon parcours scolaire, commencé par des études scientifiques, s'est terminé par un doctorat en esthétique, sciences et technologies des arts à Paris 8. Une formation qui nous permet de comprendre l'importance de l'esthétique et des outils utilisés, donc des médiums, des matières utilisées pour des créations artistiques. En mars 2017 exactement, il y a eu 4 rivières, ou cours d'eau ou fleuves, qui ont été reconnus, qui ont reçu des droits civiques, donc 2 en Inde et 2 en Nouvelle-Zélande. Donc c'est le droit qui les a fait passer dans cette dimension de non-humains vivants auxquels il fallait accorder des droits. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur ces questions d'écologie et ce rapport humain-non humain est au cœur de ma préoccupation, quel que soit l'objet d'étude. Donc dans cet espace d'exposition, je présente 3 nouveaux travaux que j'ai faits au cours de cette résidence, donc qui a duré 2 ans. Voilà, donc cette œuvre-là, qui s'appelle Stamp Your Prints. Donc ici, on rentre son poids, on rentre sa taille et son âge, puisque l'âge pondère, c'est-à-dire que plus on a passé de temps sur cette terre, plus on a eu la possibilité d'agir ou de non agir sur la transformation du monde. Et ça nous donne une hauteur, la hauteur de combien j'ai fait monter le niveau d'eau. Donc là, ça me dit 120-25.
Donc ensuite, j'ai la possibilité d'apposer un tampon dans le jour de l'exposition. Donc il y a une colonne par jour d'exposition. J'ai à disposition 4 tampons différents en termes de forme et de couleurs. Donc je me mets à peu près là. Et donc au fil de l'exposition, il y a un graphisme qui va se développer, qui est toutes les positions, qui est toutes les traces des différents visiteurs et qui en même temps nous montre la fluctuation de la surface de l'eau. Le deuxième travail que je vais vous présenter, qui est le plus imposant, qui est cette sorte de serpent de mer, certains visiteurs l'ont appelé comme ça, qui s'appelle donc impression d'interdépendance. L'idée, c'était que les rivières nous racontent leur histoire. Donc ce sont des données historiques, pareil, de niveau d'eau. J'ai travaillé en collaboration avec des ingénieurs, des programmeurs de la junior entreprise de l'ENSISA, ici à Mulhouse. Et ensemble, nous avons créé un logiciel qui prenait ces données des rivières et qui créait un motif. En colonne, nous avons les jours. En ligne, nous avons les rivières. Chaque rivière. En bas, c'est le Rhin. Pour créer cette image, on est parti d'une image de base qui est créée avec des motifs historiques du musée de l'impression sur étoffe. Donc c'est l'origine de cette industrie qui est représentée là et qui sert de base à cette transformation, puisque c'est à ce moment-là que ce lien rivière, artisanat de l'homme et industrie de l'homme est devenu très fort, et transformation du paysage, transformation de l'urbanisme par l'homme. On a réparti de manière aléatoire sur 53 mètres différents motifs que j'ai reçus du musée d'impression sur étoffe. Alors il y a des motifs qui sont en lien avec le milieu aquatique et on a d'autres motifs qui sont des anciennes indiennes, donc les premières indiennes qui ont été faites à Mulhouse, donc ça c'est plutôt des motifs floraux. Donc comme ça je fais le lien avec l'artisanat humain, cette industrie et le territoire, depuis Bâle jusqu'ici. Et avec toutes les rivières, on a le bassin rhénan. Voilà. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que chaque rivière transforme le motif d'origine en fonction de son niveau d'eau. Donc plus le niveau d'eau est important, plus la transformation est importante. C'est pour ça qu'on voit que le Rhin, qui a un niveau d'eau beaucoup plus important que toutes les autres petites rivières, la transformation est très forte, dans le sens où on ne reconnaît pas du tout le motif, et où les zébrures sont très larges. Mais vous verrez que par endroits, on a comme en transparence le motif d'origine. Donc on a à cet endroit-là vraiment une interdépendance, un lien très fort entre l'artisanat d'origine et ces rivières qui transforment cette matière première créée par l'homme. Donc c'est vraiment les rivières qui prennent la main. Et de temps en temps apparaissent quand même les motifs. Alors là, c'était l'idée que de temps en temps, on a l'homme qui prend la main. La couleur est donc au cœur un petit peu de cette histoire du territoire, puisque c'est pour des couleurs qu'on a détourné des rivières, c'est l'industrie chimique de Bâle qui s'est développée à partir des couleurs, donc la couleur c'est très important. Donc la couleur est représentée dans toutes ses possibilités un petit peu, il y a un petit peu toute la palette. Ces petites vaguelettes, elles ont une orientation. Et l'orientation nous indique si le jour d'avant, le niveau était plus élevé ou moins élevé. Voilà. Donc ça, lorsque ça monte, c'est que le niveau était plus élevé. Lorsque ça baisse, c'est que le niveau était moins élevé. Alors il y a une autre indication qui est intéressante, c'est de temps en temps, il y a des rectangles qui sont en couleur assez saturée et unis, sans aucune vaguelette. Donc ces carrés-là, ce sont les jours de l'année où les rivières ont atteint leur maximum. L'idée, c'est d'avoir une navigation, de déambuler dans cet espace entre ce mur qui est aussi ondulé mais de manière plus géométrique du fait de ces règles de niveau d'eau et l'ondulation des rivières, de l'histoire des rivières, et de ressentir cet espace en imaginant que l'on est dans le lit d'une rivière et en arrivant ici, du fait de ce resserrement, on est comme happé par ce monde liquide. Donc dans cette histoire décrite par les rivières,
interlacées avec l'histoire des hommes, nous avons 6 années. Nous avons 70, 71, 90, 91, 2017, 2018. Et ces années-là, donc, ont été choisies par Brice Martin, sont représentatives d'événements intéressants en termes de risque inondation, donc avec des années sèches et des années humides. Ici, on arrive à 2018. Et là, peut commencer 2019 et la suite. Donc c'est quelque chose d'inachevé ou qui doit être continué. D'où l'idée de se tomber blanc et de ne pas finir de manière abrupte. Nous arrivons à la 3e œuvre de l'exposition qui va nous montrer, nous faire ressentir qu'une rivière, qu'un cours d'eau est quelque chose de vivant. Donc c'est du temps réel cette fois-ci. Cette sorte de carte de monde englouti est créée et réagit en fonction de la température et du niveau d'eau du Rhin. Donc les données sont prises sur un site internet, le site de la Confédération suisse, où on peut trouver toutes les rivières de Suisse avec ces données de niveau d'eau et de température. Donc on trouve le Rhin, on a la température et le niveau d'eau qui est changé toutes les 5 minutes, qui est mis à jour toutes les 5 minutes. Donc notre programme va récupérer ces données toutes les 5 minutes et la température contrôle le niveau de rouge et le niveau d'eau contrôle le niveau de bleu. On a ici la donnée historique, donc le passé. Là, nous sommes dans le présent, mais qui nous ouvre une porte sur une potentialité. Donc c'est un petit peu ça, cette idée de vivre avec les cours d'eau, dans cette idée de gestion du risque inondation, de ne pas être dans la peur ou la confrontation. On a bien vu que canaliser, mettre des digues, on voit bien que c'est vain, et plus le climat se modifie, plus ça devient radical comme événement. Donc l'idée, c'est de redonner de la place aux rivières, donc de renaturer les cours d'eau pour qu'ils aient cette capacité de respirer, et donc ça éviterait ces problèmes d'inondation qui sont considérés comme des catastrophes naturelles à partir du moment où ça impacte l'homme. Parce que pour la rivière elle-même, ce n'est pas réellement une catastrophe. Donc voilà, ça c'est l'idée que c'est du vivant. Donc ça peut ressembler aussi, il y a des visiteurs qui m'ont dit que ça leur faisait penser à des cellules. Voilà. Alors ce n'était pas mon idée première, mais ça m'intéresse qu'on puisse lire ça, puisque c'est du vivant.